tiens à remercier vivement, chaleureusement, Madame la professeure Hôtel et tout le staff d'organisation de ces journées magnifiques et intéressantes de plan scientifique. Je vais donner la parole sur un sujet qui est difficile pour l'écologie. C'est la fonction ventriculaire de droite. Alors on s'intéresse de plus en plus à la fonction ventriculaire droite, aussi bien à l'échographie qu'avec les autres moyens d'imagerie, vu l'intérêt qu'elle procure notamment en matière de diagnostic de l'insuffisance cardiaque, mais aussi dans diverses pathologies respiratoires et certaines pathologies propres à l'ventricule droit. Alors l'échographie dans le domaine du ventricule droit trouve des difficultés qui sont surtout dues aux spécificités anatomiques du ventricule droit, qui est difficilement explorable avec l'échocardiographie. Et dans cette situation, il est plutôt complémentaire des autres moyens d'imagerie, et notamment de la résonance magnétique. Mais on verra que l'approche échocardiographique rigoureuse permet quand même d'avoir un maximum d'informations utiles pour prendre en charge vos patients, surtout les patients difficiles et surtout quand les autres moyens modernes d'imagerie ne sont pas disponibles. Alors il s'agit donc d'un petit rappel anatomique, il s'agit d'une pyramide tronquée autour du ventricule gauche avec deux champs. C'est la chambre d'admission, avec beaucoup de trabéculation, donc ce qui rend difficile le traçage des cavités du ventricule droit par rapport au ventricule gauche, et surtout la situation rétrosternale qui rend difficile l'exploration du cardiographique. Alors, pour les spécificités fonctionnelles, le ventricule droit permet le maintien d'une pression de perfusion pulmonaire qui permet les échanges avec un niveau de pression pulmonaire qui est bas. Et ceci est dû essentiellement à la grande distensibilité de l'unité vasculaire pulmonaire. Et cette fonction ventriculaire dépend tout d'abord de la contractilité, mais aussi des conditions de charge, aussi bien la précharge, donc le niveau de remplissage, mais aussi de la post-charge, donc la pression pulmonaire, avec aussi l'interdépendance ventriculaire, et surtout chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque gauche avec un ventricule gauche dilaté. Il y a toujours donc un retentissement de cette simple dilatation sur la fonction ventriculaire droite. Mais le ventricule droit peut aussi être touché par une pathologie qui touche aussi bien le ventricule gauche que le ventricule. Alors j'ai dit en préambule que l'intérêt c'est surtout le pronostic. Et ça c'est très important en matière d'insuffisance cardiaque, mais aussi en matière d'un certain nombre de pathologies respiratoires. Pour les contraires qui s'intéressent à l'hypertension artérielle pulmonaire, je sais que dans notre pays, on est encore en retard sur ce domaine, mais ça va certainement des centres qui s'intéressent à cette pathologie. Et dans ce contexte, l'étude du fonctionnement du ventricule droit devient très intéressante. Alors, l'échocardiographie, quand même, elle apporte un certain nombre d'enseignements, d'informations sur le ventricule droit. Tout d'abord, en morphologie, la dilatation, c'est toujours souvent, on arrive quand même à avoir des informations sur ces éléments. Une étude thermodynamique où l'échocardiographie quand même a démontré son intérêt, notamment en matière de mesure des pressions pulmonaires, ne serait-ce que donc d'une première étape de dépistage avant de passer la main au cathétérisme pour des mesures encore plus précises. La mesure d'autres paramètres qui n'est pas de routine comme la résistance vasculaire pulmonaire. L'évaluation de la fonction ventriculaire droite. De plus en plus, on s'intéresse à cette fonction. Si on a une bonne visibilité, on peut étudier la contractilité. Surtout la fonction systolique, on dispose actuellement d'un certain nombre de paramètres qui nous permettent d'étudier cette fonction systolique. Et c'est des paramètres qui ont une bonne corrélation, ils vont démontrer une bonne corrélation
avec d'autres moyens, d'autres méthodes de référence comme la scintigraphie, comme l'IRM, comme le cathétérisme. Alors on pourrait dire, pour résumer, que l'échographie peut être qualifiée d'approximative, mais elle est encore plus complète que les autres méthodes. Elle est plus simple, elle est plus facile et elle est plus accessible, surtout chez des patients qui sont difficiles en niveau de réanimation. Alors en étude morphologique, donc ça sera un petit rappel, donc c'est la dilatation des cavités cardiaques et l'échocardiographie permet donc de démontrer qu'il y a des dilatations aussi bien du ventricule droit que l'oreille droit, l'artère pulmonaire de la même cave. Alors sur la dilatation, l'inversion de la courbe septale est ici important à reconnaître. La cinétique septale et le rapport du ventricule droit par rapport au ventricule gauche est un élément important à étudier. Et bien sûr, sur le TM, donc la cinétique septale avec la possibilité d'avoir une cinétique paradoxale qui est nettement en faveur non seulement d'une dilatation, mais aussi d'une élévation des pressions intracavitaires. Pour la dilatation de l'OD, on arrive à... Donc on n'a pas besoin de faire un scanner en DRM pour démontrer qu'il y a dilatation du BD, qu'il y a dilatation de l'oreille droite. Donc on peut mesurer la surface, on peut mesurer le diamètre en longueur et en largeur. Et c'est le paramètre surface actuellement qui est recommandé de faire, avec donc un seuil pathologique autour de 15 et pour les cas 18 cm². La dilatation de l'artère pulmonaire en mesurant tout simplement l'anneau pulmonaire et la dilatation de la veine cave inférieure. Alors, non seulement on mesure la dilatation de la veine cave inférieure, mais aussi son comportement avec la respiration qui est respirée dans notre patient. Et à partir des variations de diamètre, on peut donc avoir une idée sur les pressions de remplissage, et notamment la pression entre l'oreille droite. Bien entendu, il faut éviter de le faire chez les patients qui est en ventilation artificielle. Alors, pour les recommandations américaines, donc un diamètre basal supérieur à 42, un diamètre en longitudinal supérieur à 33, une surface pour le ventricule droit, pour l'oreille droite, une surface supérieure à 10 cm², permet de définir qu'il y a dilatation entre les cavités droites. La deuxième étape, c'est une étape purement hémodynamique, et là, l'échocardiographie a montré son intérêt, notamment en matière de mesure de pression de l'artère pulmonaire. Si on arrive à avoir une insuffisance théophonique, et quand il y a hypertension artérielle pulmonaire, dans 90% des cas, on a un flux d'insuffisance théophonique exploitable, et donc on peut avoir l'enveloppe de l'insuffisance théophonique. Donc il suffit de mesurer la vitesse maximale et on déduit donc la pression pulmonaire en faveur du gradient de la pression de l'oreille droite. Alors la pression de l'oreille droite, on la détermine, je l'ai dit, sur le diamètre et le comportement de la veine cave avec la respiration. On peut en déduire aussi la pression artérielle pulmonaire moyenne, on ne le fait pas souvent, donc en échographie, souvent on voit dans le compte rendu la pression pulmonaire systolique. Il s'agit qu'on peut aussi donner la pression artérielle moyenne en mesurant donc le gradient moyen, donc plus la POD qui donne donc une pression artérielle pulmonaire moyenne. Si on n'arrive pas à avoir l'idée, si on a l'idée, donc l'insuffisance pulmonaire, on peut mesurer la pression artérielle diastolique et moyenne et en déduire la pression artérielle systolique. Alors cette deuxième méthode n'est pas très précise, donc elle est très approximative et beaucoup d'auteurs disent qu'il faut tout simplement donner le chiffre de pression artérielle moyenne qui n'est pas en déduire le chiffre de pression artérielle systolique. Il faut savoir que la pression artérielle pulmonaire systolique augmente tout simplement avec l'âge, avec la corpulence, avec l'hypertension artérielle, si bien que chez des sujets âgés, on peut admettre jusqu'à 40 mm comme valeur normale. Et au-delà de 40, on peut suspecter une élévation de pression pulmonaire. Alors, pour les Européens, donc, en 2008-2009, leurs recommandations
Donc plutôt que d'essayer de mesurer la pression de l'oreillette droite, on peut donner tout simplement le chiffre du gradient, le chiffre de vitesse maximale de l'unité. S'il est inférieur à 2,8, l'hypertension est peu probable. Elle est possible entre 2,8 et 3,4 et elle est très probable quand cette vitesse supérieure à 3,4 par seconde. Alors la pression de l'oreillette droite à partir du diamètre de la métal inférieure, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on peut aussi, et ça c'est surtout grâce au Doppler tissulaire appliqué sur l'anneau tricuspide, on peut mesurer le rapport E sur poitrine comme on le fait pour la valve mitrale et comme on le fait pour le ventricule gauche. Alors un rapport E sur poitrine supérieur à 6 et témoignerait d'une pression de l'oreille droite supérieure ou égale à 1000 mm de mercure avec une sensibilité et une spécificité qui sont assez satisfaisantes. Le flux veineux, le flux des veines sous-hépatiques peut être interprété comme on le fait pour le flux veineux pulmonaire. Si on a un patient qui n'est pas tachycarde, qui n'est pas en arythmie complète par conversion auriculaire, alors on mesure la fraction systolique qui est normalement supérieure à la fraction diastolique. Quand elle est inférieure à la fraction diastolique et quand le rapport des ITV est inférieur à 55%, on peut penser à une pression de l'oreillette droite qui est élevée, notamment supérieure à 8 mm de mercure dans certains cas. Alors dans les recommandations américaines, on nous recommande, c'est-à-dire que pour les patients qui ont une veine cave qui n'est pas dilatée, là le seuil c'est 20 mm, 21, et qui se collabent bien, donc les pressions sont plutôt basses, normales, ou bien quand la veine cave est dilatée et elle se collabe peu, donc les pressions sont élevées. Entre les deux, il y a une situation intermédiaire où il faut voir le flux tricuspide, le rapport E sur prime, ou essayer d'avoir les veines sous-hépatiques. Et donc, si vous avez plus d'insignes, vous êtes sur une pression d'oreille droite qui est supérieure à 10 mm de mercure, ou dans les autres situations, vous êtes entre 5 à 10 mm de mercure. Alors, il y a d'autres paramètres, je vais passer rapidement. L'aspect du flux pulmonaire quand on n'a pas d'IP exploitable et quand on n'a pas une IP avec une enveloppe complète, on peut se contenter du flux pulmonaire antérograde, un aspect crocheté et en faveur d'une hypertension pulmonaire. Surtout ce qu'on réalise souvent plus rapidement, c'est le temps d'accélération. Un temps d'accélération court, moins de 100 mm par milliseconde, et en faveur d'une hypertension. On peut aussi, sur le Doppler tissulaire appliqué à l'anneau, mesurer le temps de relaxation, isovolumétrique, son allongement et témoin d'une hypertension artérielle. Les résistances vasculaires pulmonaires, on ne les fait pas en routine, mais on peut aussi les faire avec de bonnes corrélations par rapport à des chiffres de sensibilité et de spécificité qui sont satisfaisants. Donc, pour récapituler rapidement sur cette étude hémodynamique qui est facile à faire à condition d'avoir un peu de temps pour faire un examen assez complet et de façon tout à fait non invasive et avec le matériel qui est souvent disponible, donc on peut apprécier la pression au niveau de l'artère pulmonaire, au niveau de l'oreillette droite, les résistances vasculaires pulmonaires, et si avec le ton gauche on a le remplissage ventriculaire gauche et aussi le débit cardiaque, donc l'étude hémodynamique est très importante. Avec la fonction ventriculaire droite, l'intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout le pronostic. Et la fonction ventriculaire droite, on apprécie actuellement sur un certain nombre de paramètres. Alors l'approche échocardiographique, on peut, avec l'évolution maintenant du matériel qu'on a actuellement avec les nouvelles sondes matricielles, on arrive quand même à voir la paroi libre du ventricule droit, on peut apprécier dans certaines conditions la contractilité. Donc les autres moyens d'imagerie le font mieux que nous, on le reconnaît. Le raccourcissement de surface a été réhabilité grâce à ces sondes nouvelles et bien entendu d'autres paramètres sur lesquels je vais revenir. Alors si vous avez par exemple un patient comme je suis là, tout à fait bourré, donc vous voyez la paroi libre du ventricule droit. Alors les composants sont le déplacement, l'ascension de l'anneau et la fraction septale. Il faut savoir que l'analyse échocardiographique de routine est difficile.
en raison de la position anatomique du ventricule droit et des spécificités individuelles, donc la corpulence, vous avez un patient obèse, déformation thoracique, vous n'allez certainement pas avoir ce type d'imagerie, donc vous n'allez pas pouvoir conclure à la contractilité du ventricule droit. Alors, la fraction de raccourcissement de surface a été réhabilitée avec les nouvelles sciences, puisqu'on arrive à identifier donc la cavité ventriculaire droite, ses contours de façon acceptable, et donc on peut mesurer la surface en systole et la surface en diastole et calculer un pourcentage de raccourcissement qui est normalement supérieur à 40%. Et c'est un facteur pronostique indépendant après un infarctus du myocarde, une bonne corrélation avec la fraction d'éjection du ventricule droit isotopique dans les études. Alors, ce qui est séduisant, c'est ce paramètre qu'on retrouve actuellement dans la littérature. Alors, c'est un paramètre qui est simple à recueillir, et c'est un paramètre qui s'intéresse tout simplement au déplacement de l'anneau tricuspide. Alors, le déplacement de l'anneau, donc, bien qu'on ne visualise pas bien tout le ventricule droit, si on arrive à visualiser l'anneau tricuspide, chose qu'on peut le faire de façon assez régulière, et donc un tire-thème sur cette zone, on peut avoir donc ce déplacement de l'anneau tricuspide. Alors ce déplacement de l'anneau tricuspide permet de renseigner sur la fonction ventriculaire droite avec des chiffres de corrélation qui sont intéressants avec la scintigraphie, avec l'IRM, avec le catégorie. C'est un paramètre qui est facile et c'est un paramètre qu'on peut réaliser chez le patient qui est difficile, qui même en milieu de réanimation, on peut le répéter. Donc, et ça c'est important, d'ailleurs il fait partie des paramètres actuellement les plus recommandés. En matière d'insuffisance cardiaque gauche, il est retrouvé dans les études comme étant un élément pronostique, important avec un seuil pathologique de 14 mm. Comme pour le TAP, c'est-à-dire l'expulsion de l'anneau tricuspide en plein, on peut faire un recul Doppler au niveau de l'anneau tricuspide et mesurer l'onde systolique. Alors la mesure de l'onde systolique est aussi corrélée à la fraction d'éjection ventriculaire droite dans diverses études et une valeur de 12 cm par seconde, donc comme seuil pathologique est retrouvé dans plusieurs papiers. D'autres paramètres ne sont pas très utilisés en routine. Sachez qu'on peut à travers la profil de l'insuffisance tricuspide mesurer le DP sur DT du ventricule droit, donc on peut le faire. On peut aussi mesurer la première onde de contraction isovolumétrique du ventricule droit, donc sa valeur maximale et sa largeur aussi, ou le temps d'accélération. Un indice global qui couple aussi bien, qui combine la fonction systolique et la fonction diastolique, comme on le fait pour le ventricule gauche, donc la somme du temps de contraction isovolumétrique et du temps de relaxation isovolumétrique rapporté, donc la différence rapportée, la somme rapportée au temps d'éjection. Et aussi un paramètre important donc, à utiliser pour, en termes de pronostic de l'insuffisance cardiaque. Alors, à côté de tous ces paramètres, l'analyse échocardiographique s'est enrichie dernièrement de deux types de méthodes. Tout d'abord, la méthode dérivée du Doppler tissulaire, la méthode strain, et surtout le strain 2D qui permet donc une analyse globale de la déformation longitudinale de la paroi ventriculaire, comme on le fait pour le ventricule gauche. On peut aussi le faire pour la paroi libre du ventricule droit. Et une deuxième méthode qui est l'échographie 3D, 4D, c'est en temps réel. Et donc, vous voyez chez ce patient, avec les nouvelles sondes, on peut avoir donc, un paroi libre du ventricule droit, ici dans cette dimension, dans un autre axe. Et dans un autre axe ici. Et donc on peut faire un traçage des contours du ventricule droit et avoir une fraction d'éjection grâce à des logiciels dédiés pour cette analyse. Alors pour le strain, un petit rappel. Le strain en Doppler tissulaire, c'est la déformation à un point donné, donc une paroi myocardique, une paroi myocardique qui passe donc une longueur initiale
elle se raccourcit et elle s'allonge. On a le pourcentage de ces déformations. On peut le faire à un point donné, mais avec la technique de Destray, donc on peut avoir une analyse de toute une paroi avec un codage couleur qui va de rouge, donc au bleu ciel, en passant par le rouge pâle et le rose. Et donc plus la paroi se déforme de façon très importante, plus on a un codage très rouge, et moins elle se déforme, on a un codage qui est soit pâle ou carrément bleu ciel. Il faut savoir qu'il y a une bonne corrélation de ce strain 2D avec le strain tissulaire dans les différentes études. Et ce strain 2D, il est rapide, il est facile parce que le premier, il fallait le faire sur différents segments, alors que celui-là, on peut carrément faire un traçage rapide des contours myocardiques et avoir donc cette analyse. Et les premières études montrent une bonne corrélation avec le volume d'éjection systolique, avec la pression systolique UBD, avec la pression pulmonaire, le BNP et les paramètres. L'écho 4D ou 3D en temps réel, avec l'arrivée de nouveaux logiciels qui permettent de faire facilement le traçage, le contourage des cavités et des ventriculaires droites. Et donc à travers ce traçage, on a un rendu par une analyse informatique, et ce qui nous permet d'avoir une courbe d'évolution des volumes ventriculaires droits et une fraction d'éjection. Alors les premières études montrent une bonne corrélation avec la résonance magnétique nucléaire pour ce paramètre, bien entendu à condition d'avoir une relation faisable et bien équilibrée. Et ce qu'il faut retenir pour la fonction VD actuellement, c'est surtout ces deux paramètres, qui sont des paramètres qui sont faciles, donc accessibles, et qu'on retrouve dans la plupart des machines. C'est le TAPS et l'ONTES qui renseignent rapidement sur la fonction ventriculaire droite. En attendant donc l'arrivée de ces nouvelles techniques et surtout de démontrer un peu leur fiabilité vis-à-vis des autres techniques d'image. Voilà, je vous remercie.